Enfin, agir selon mes choix, c'est bien de toute évidence ce que je fais, par exemple, quand je choisis mes vêtements le matin avant de partir au travail, ou quand, dans l'isoloir, je glisse mon bulletin de vote dans une enveloppe. Dans ces situations, dans tant d'autres, je jouis d'une totale liberté d'action qui m'amène à devoir assumer pleinement la responsabilité de ce que je fais. Ce qui veut dire aussi que dans ces actes, du plus trivial au plus solennel, je peux revendiquer d'être pleinement moi-même. Parce que je sais bien que les raisons qui font que je m'habille ainsi ou que je vote pour tel candidat sont les miennes et seulement les miennes. Sauf que le sociologue, en prenant en compte le fait que j'exerce telle profession, que je suis né dans telle région, que j'habite maintenant dans telle autre, que mes parents sont issus d'un milieu rural, ouvrier ou bourgeois, va s'évertuer à me démontrer que mon comportement est tout, sauf singulier. Ainsi, quand Bourdieu écrit le mot « sujet », entre guillemets, c'est bien pour nous dire combien l'individu n'est pas aussi autonome dans son comportement qu'il le croit. C'est qu'il est traversé, cet individu, par des conditionnements sociaux dont lui-même n'a pas conscience. Cela ne veut pas dire là non plus que ces actes soient mécaniques, déterminés de façon nécessaire et donc totalement prévisible, à la manière de la chute d'un domino qui résulte de celle de tous les dominos qui chutent avant lui. Mais cela signifie du moins que ces actes ne sont pas libres non plus. Si l'on entend par là la possibilité de choisir de manière totalement inconditionnée. Je suis bien l'auteur du choix de mes vêtements le matin, lorsque je veux m'habiller. Mais le sociologue me fait prendre conscience que la constitution même de ma garde-robe, elle, est le résultat de ces conditionnements sociaux auxquels mes choix obéissent. De même, quand je vote, il m'explique que mes motivations dans le choix d'un candidat correspondent aux motivations de 43 ou 25 ou 38% des personnes âgées entre 40 et 50 ans, je ne préciserai pas davantage, vivant dans une grande ville de province, exerçant une profession salariée, gagnant un salaire annuel de temps. Aussi, le sens de ma conduite n'est-il que le sens vécu, celui que je lui donne en fonction de la conscience que j'en ai et des motivations personnelles qui m'apparaissent. Mais si l'on en croit le sociologue, cette même conduite considérée d'un point de vue statistique renvoie en fait à un sens réel, du fait que tout en étant mienne, elle ne m'appartient pourtant pas totalement en propre, puisqu'elle est le reflet des caractéristiques sociales qui participent à définir mon individualité. Bon, admettons, je veux bien être beau joueur, mais du moins, quand je reprends seulement la moitié de la fameuse affirmation de Descartes pour dire « je pense », on pourra m'opposer tout ce qu'on voudra, mais cette fois-ci, quand même, je suis sûr de ne pas changer d'avis, parce que tout de même, quand je pense, c'est bien moi qui pense, non ? Ah, oui, sans doute, me répondra-t-on, si vous entendez par là la conscience que vous avez d'une activité intellectuelle et qui se rapporte à un point particulier que vous appelez « jeu ». Autrement dit, si vous désignez par là une activité consciente que vous rapportez à vous-même parce qu'elle trouve son centre en vous-même et non chez tel autre individu ou chez votre chien. Mais si vous désignez par là une action dont vous seriez l'auteur, alors les choses, ici encore, pardon d'insister, sont un peu plus compliquées qu'il n'y paraît. C'est Nietzsche qui nous fait remarquer que dire « je pense », c'est considérer un quelque chose, le jeu, comme source volontaire d'une action, la pensée. Pour le dire autrement, l'action de penser serait à considérer comme l'effet de ce quelque chose, le jeu. Le jeu produirait donc la pensée, le jeu, par une sorte d'impulsion difficile à se représenter, réaliserait tout à coup une action, qui est le fait de penser, comme si cette action ne pouvait avoir lieu sans le jeu existant préalablement. Mais Nietzsche encore remarque qu'une pensée ne me vient pas quand je veux qu'elle vienne. J'en prends conscience à un moment où je ne m'y attendais pas forcément. On peut chercher longtemps un nom qui nous échappe, et alors même qu'on n'y pense plus, il ressurgit soudain à la conscience. La pensée n'est donc pas une action due à un agent qui en serait le maître. Il s'agit plutôt d'un processus indépendant. Sans doute, si je me concentre suffisamment, vais-je pouvoir trouver le résultat d'un calcul difficile. Sans doute qu'un effort d'attention va me permettre de comprendre un raisonnement complexe. Mais le fait même de penser relève d'un mécanisme qui m'échappe, de même que la digestion ou la respiration. Ainsi, je ne puis m'arrêter de penser en le décidant, non pas de penser à telle ou telle chose qui m'inquiète ou m'est désagréable, mais simplement de penser. Dire « je pense », c'est donc déjà interpréter un phénomène en le décrivant sous la forme d'une action causale dont je serai la cause, au lieu d'accepter de voir le phénomène lui-même, qui relève d'un processus
totalement spontané, n'ayant pas besoin d'une sorte de jeu tout-puissant pour le mettre en activité. Alors à ce compte-là, je me voilà presque consolé en remarquant que je ne pense pas tout le temps. Parce que du moins, quand je dors, tout s'arrête. Je ne fais plus d'efforts de concentration, je ne pense plus à rien, je ne pense plus tout court. Alors certes, je fais des rêves, mais ils sont tellement absurdes et incohérents que non seulement je ne peux pas les confondre avec de la pensée, mais surtout je ne peux pas m'y retrouver moi-même, tellement ce défilé d'images est la plupart du temps totalement délirant. Oui, sauf qu'à peine le sociologue et le philosophe ont-ils refermé la porte, c'est maintenant le psychanalyste qui l'ouvre à nouveau pour venir troubler mes certitudes rassurantes. Freud nous a bien appris tout de même, au tournant des 19e et 20e siècles, qu'une scène représentée dans un rêve ne relève peut-être pas du non-sens, qu'un mot que nous utilisons involontairement à la place d'un autre n'a sûrement pas surgi là par hasard, qu'on peut expliquer une obsession, trouver la cause d'un tic ou d'un toc. Il nous a appris qu'on ne peut écarter l'hypothèse de mécanismes psychiques communs à tous, résultant, pour faire simple, de la confrontation en chacun de nous du désir et des interdits imposés par la société. Que nos lapsus, nos rêves et nos symptômes névrotiques sont peut-être le moyen détourné, trouvé par notre désir pour exprimer le sens profond de nos conduites. Autrement dit, tous ces phénomènes qui surgissent au milieu de ma vie consciente et dont je suis peut-être le plus mal placé pour comprendre moi-même le sens, seraient dus à des intentions inconscientes d'exprimer quelque chose qui est enfoui en moi, refoulé, maintenu, loin de ma conscience. D'où cette inquiétude qui m'étreint tout à coup quand je me demande finalement si je suis davantage moi quand j'ai conscience de ma conduite et que je la contrôle, ou quand quelque chose s'exprime malgré moi à travers mes lapsus et mes rêves, et dont on me dit que cela permet d'expliquer pourquoi je vérifie 20 fois de suite que ma porte est bien fermée, ou pourquoi je ne peux pas monter dans un ascenseur sans être pris d'une crise d'angoisse. Puis-je admettre sans rechigner que, comme dit Freud, le moi n'est pas maître dans sa propre maison? Autrement dit, que je ne suis pas seulement un moi conscient, maître de sa pensée, mais qu'au contraire, il y a dans ma pensée une dimension inconsciente qui a le dessus sur la dimension consciente. Autrement dit encore, que ce que je suis relève moins de ce que je décide d'être en toute conscience que de ce qui se décide dans mon psychisme et dont je n'ai connaissance que par des symptômes plus déroutants les uns que les autres.